Est-ce que vous avez des questions, Catherine Sabat, les Échos, devant les Échos? Les Échos pour le dos, non? Bonjour, oui, si tu veux. C'est une question pour Monsieur Descrozaille. C'est pas désagréable comme question, mais franchement, je suis curieuse. Ça fait 1 an que la politique, la stratégie nationale du logement a été lancée par le gouvernement. La loi de finances, le congrès HLM qui s'est passé ceux qui étaient savent comment ça s'est passé, etc. Julien de Normandie s'est fait siffler, très très mal recevoir, etc. Et puis depuis, des tas de choses. Et je ne suis pas la seule, mais on a tous écrit que le choc d'offres, il n'y en aurait pas, que tout ça, elle est dans le mur. Et on l'a écrit parce que des spécialistes du logement nous l'ont dit. Tous les gens aujourd'hui qui ont parlé ont évoqué ça, c'est-à-dire les promoteurs, les bailleurs sociaux, les politiques, les représentants de différentes associations, etc. Comment, à La République En Marche, on entend ça, ou alors on n'entend pas ça, j'en sais rien, mais comment est-ce qu'on peut résister de cette manière-là à un secteur entier qui, frontalement, dit que ça ne marchera pas? Comment vous faites? Merci Jean-Luc de m'avoir mis dans cette position. Non, je rappelle quand même. Tout à fait. Mais merci d'avoir précisé que la question n'était pas faite pour me déstabiliser. De fait, oui. Alors, je rappelle qu'il y avait un Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui, qui n'était pas prévu. Non mais, attendez. Il y a un ministre de la cohésion des territoires, il y a un secrétaire d'État en charge. Mais ils étaient tous les deux en Conseil des ministres. En général, on peut envoyer l'un l'autre. Non, honnêtement, non. Pour le coup, que les deux membres du gouvernement et bon, ils sont pas là. Ils sont pas là. Voilà. Après, il aurait pu y avoir un plan de temps. Ok, désolé, j'en fais office. Merci de votre précision. Je vais essayer de vous répondre. D'une part, sur un secteur, je parle pour moi, parce que je ne vais pas parler pour mes collègues, sur un secteur qui est complexe, que je découvre, parce que moi, encore une fois, ça n'a jamais été... dans ma carrière, il n'y a rien qui m'a permis d'approcher les réalités de ce dont on parle, autour du logement. On a vite fait d'être perdu, c'est-à-dire que je comprends des grands axes. Ce que j'ai compris, c'est essentiellement cette question du regroupement des... Ça a été dit tout à l'heure, je ne vais pas le répéter. Hein, la question. Bon. Oui. Alors, peut-être un micro pour Catherine. Mais alors, Pardon, parce qu'on ne va pas refaire tout le débat ni aborder toutes les questions de fond qui ont été abordées. Est-ce que quand il y a quelque chose qui visiblement ne fonctionne pas, comment ça fonctionne? Alors, visiblement, ça ne fonctionne pas. Mais c'est pour ça que je suggérais tout à l'heure de dire, puisque les conclusions vont remonter directement à Julien de Normandie, avec autour de Jean-Luc Béraud des acteurs qui vont porter ce qui a été dit aujourd'hui, je suggère qu'il soit évoqué, parce que là, je ne peux pas vous répondre, le fait de dire, bah oui, mais là, concrètement, il y a la production qui se casse la gueule, et donc il y a la perspective de peut-être l'obligation d'une relance, et quid de ce qui va être fait dans le PLF là, puisque en fait PTZ et Pinel, j'en ai rien dit, il n'est pas question de le remettre en cause, il est question d'adopter quelque chose qui soit stable pendant 4 ans, et c'est évident que ça va être un débat qui va avoir lieu pendant le PLF. Je ne sais pas ce que donnera la CMP et l'an, honnêtement, j'en sais rien. Les sénateurs ont quand même fait bouger les trucs sur des enfin c'est significatif, hein, sur le seuil de regroupement à 10 000 plutôt que 15 000, donc je ne sais pas si elle sera conclusive ou pas. Si on doit voir le texte, je ne sais pas quand il passera. Ce qui est certain, c'est que beaucoup de dispositions dont il a été question cet après-midi vont être discutées en fait pendant le PLF. Ça, c'est sûr. Et j'ai quelques collègues qui vont monter au créneau sur notamment le PTZ. Ça, je parlais de François Jolivet tout à l'heure. Donc voilà, au-delà de ça, ce que je peux vous dire quand même, c'est que ma perception des choses, quand vous évoquez tous les acteurs d'un secteur, comment est-ce qu'un gouvernement, une majorité peuvent être sourde à un écho unanime, etc. Ma perception, c'est que l'écho, il n'est pas unanime. Et l'un des points qui sont... Oui, absolument. L'un des points qui sont, à mon avis, en tout cas moi qui me frappe sur la question logement en découvrant l'ensemble des acteurs, c'est qu'il n'y a pas de porteur de vision vraiment globale sur la question du logement. Quand non mais attendez, il y a des acteurs, ça a été dit, qui sont structurés, il y a des acteurs qui sont coordonnés, mais il n'y a pas de... C'est un tel impact le logement. Ça touche à tellement de choses, ça touche à l'urbanisme, ça touche à un modèle de vie, ça touche à l'émancipation, c'est tellement central
Effectivement, il y a dans une politique publique des choses qui viennent beaucoup plus vite, comme la lutte contre le chômage, par exemple, pour l'emploi. Le logement, effectivement, ça vient après. Je vous dis ça, ça m'est venu en écoutant l'un d'entre vous à l'heure du déjeuner, en disant qui sont les représentants de l'ensemble des intervenants, mais le Conseil national de l'habitat, y compris le Conseil national de l'habitat, le Conseil national de l'habitat. Le Conseil national de l'habitat, il est porteur d'une vision qui puisse instruire une priorité gouvernementale. Michel Piron l'a présidé. L'ensemble des administrations centrales autour de la priorité à 15 ans, c'est ça. Ça, c'est le rôle du ministre. Ça, c'est le rôle du ministre. Ouais, mais l'appareil d'État et un gouvernement ne peut pas s'emparer, enfin, s'il peut, mais il a plus de mal à s'emparer d'une question s'il n'a pas d'interlocuteur de la société civile qui fait émerger quelque chose. Et moi, encore une fois, sur ma circonscription, j'en ai rencontré pas mal des acteurs du logement, ils ne disent pas tous la même chose, c'est pas vrai. Michel Piron, rapidement. Oui, je voudrais simplement faire une observation. Le Conseil national de l'habitat, qui n'a pas qui bien entendu n'a pas de pouvoir de décision, n'est même pas un organisme de conseil à proprement parler, mais a un avantage considérable. Il rassemblait 74 fédérations en une seule salle, si vous voulez, et était surtout un lieu où on pouvait, moi je l'ai toujours dit, pendant plus de 10 ans, où j'ai présidé ce conseil, j'ai toujours dit que ça doit rester un lieu où on peut tout entendre. Quand je dis tout entendre, j'avais en face à face, excusez-moi, je dis bien en face à face, j'avais le représentant de l'UNPI, le président Perrin à l'époque, j'avais en face notre ami Dudal, voilà, Jean-Baptiste. Donc vous imaginez quand même que le dialogue pouvait être éventuellement assez varié, si vous voulez, pour employer des mots doux. Eh bien, dans tous les cas de figure que je peux vous dire, je n'ai jamais vu personne agresser quiconque dans la salle, et ça j'y ai veillé, mais personne n'a jamais agressé personne, et chacun surtout s'est imposé d'entendre des points de vue différents du sien, parfois complètement contradictoires. Mais c'est un lieu d'échange exceptionnel qui pouvait en même temps, moi je peux vous dire qu'a nourri vraiment ma réflexion de parlementaire pendant des années et des années, parce que quand vous vous obligez à entendre, si vous voulez, un certain nombre de points de vue aussi divers, et quand vous le permettez aussi, parce qu'il faut qu'à ce moment-là, le Conseil joue son rôle. C'est pas par des échanges de mails qu'on fait ces choses-là, c'est bien au cours d'une réunion globale où chacun peut s'exprimer, encore une fois, autour de la même table. Bien, quand vous avez cet échange permanent, ce lieu d'échange permanent, si vous avez des oreilles pour entendre, croyez-moi, ça permet de croiser un certain nombre de points de vue et déjà là, si vous voulez, j'allais dire d'éviter de prendre des fausses pistes, d'éviter de se laisser embarquer n'importe où, trop vite ou n'importe comment. Moi, je me souviens notamment que ça m'a particulièrement nourri dans un débat, je citerai l'anecdote parce qu'elle va concerner la suite, sur le débat qui a eu lieu sur le PTZ et les aides à l'accession primo-accédants. Ça a eu lieu en novembre, de mémoire, octobre-novembre. Sylvia Pinel était au banc, mais ça n'était pas elle qui était à la manœuvre, puisque c'était Christian Eckert qui était secrétaire d'État au budget, donc on revient bien devant le même débat. Eh bien, je peux vous dire que nourri effectivement par les croisements d'expertise que j'avais du CNH, j'ai pu quand même, quand on a parlé par exemple, là on perdait à l'époque, si vous voulez, pour gagner 300 millions sur 3 ans, on perdait à l'époque à peu près 15 000 logements par an. C'était le minimum. J'avais des expertises entre 12 et 18 000, si vous voulez. Alors, aujourd'hui, vous voyez ce qui va se passer avec 30 000. J'avais posé la question à Christian Eckert. Bon, évaluation faite, si vous voulez. C'est pas seulement les pertes de TVA, c'est pas seulement les pertes d'impôts que ça génère, c'est pas seulement les pertes d'emplois que ça génère. Mais on a même oublié, et ça m'a été apporté aussi par le CNH, on a même oublié un détail. Ceux qui ne pourront pas être primo-accédants demain, comme l'a rappelé le directeur du Crédit Foncier, ils vont être quoi? Ils vont pas dormir dehors, ils vont être locataires. Eh bien, le différentiel entre les allocations que vous allez verser pour les locataires et l'allocation que vous auriez versée aux propriétaires accédants, eh bien, c'est une perte pour l'État. Ça coûte plus cher d'aider le locataire que d'aider le propriétaire accédant. Alors, je lui avais posé la question, mais comment pouvez-vous, 300 millions de gains d'un côté, 900 millions à perte de l'autre. Je lui ai dit, quels sont les services, monsieur le ministre, qui ont pu vous convaincre de faire des économies qui vont coûter aussi cher? Eh bien, nous sommes un peu dans cette configuration. Et ça suppose tout simplement d'écouter, encore une fois, une multiplicité d'interlocuteurs. Chacun, encore une fois, apporte sa part de vérité. On essaie de faire un mix. Et c'est ce travail-là, me semble-t-il, qui n'a certainement pas été fait, en tout cas par rapport aux décisions qui ont été prises. Je me permets de le dire. Ou alors, à ce moment-là, il y a un problème d'audition, si vous voulez, mais là, c'est un problème que je ne sais pas traiter, si vous voulez. Donc, ça mérite un examen. Donc ce sera le deuxième pari de Bunus, essayer de faire une rencontre entre le CNH et le secrétaire d'État au logement.
pas sûr que ça... Non, je pense qu'il va y avoir d'autres conclusions plus pertinentes que celle-là. Ah, Michel Mouillard. Michel Mouillard avec un micro. Un micro amené par Jean-Luc Béraud. Quelle chance, Michel. Merci. Je suis membre du Conseil national de l'habitat depuis 28 ans. Jusqu'à présent, les ministres m'ont toujours fait confiance et m'ont reconduit. Je ne sais pas ce qui se passera. C'est la première fois que je ne vois pas un ministre ou un secrétaire d'État venir devant le Conseil national de l'habitat présenter les grandes orientations. C'est la première fois. Oui, voilà. C'est la première fois qu'il y a plein de ministres du logement. Hein. Parce que quand même, on est passé rapidement sur le sujet, mais enfin, c'est quand même un gouvernement qui n'a pas de ministre du logement, ni même de secrétaire d'État au logement. Parce que je rappelle que les attributions de Mézard et de Normandie ne sont pas le logement. C'est pour ça que tout à l'heure, quand il était dit ce n'est plus rue de Varennes, mais c'est à Bercy que se fait la politique, mais dans l'organigramme du gouvernement, le logement n'a plus de ministre. Vous êtes dans une situation inconfortable, monsieur Frédéric Descrozaille. On va peut-être arrêter là. Jean-Luc, y a-t-il une autre question? Peut-être une dernière? Parce que là, c'est vrai qu'il y a une question là-bas. Il y a une question là-bas? Alors, 2 questions. Alors, rapides les questions. Oh là là. Merci. Michel Laralde, CFDT Pays Basque. Donc, je m'occupe du logement. Et tout à l'heure, j'ai entendu la personne intervenant qui disait ben oui, mais il y a des gens qui partent très de bonne heure pour aller travailler. Par contre, nous aussi, on a l'exemple là, de familles qui ont besoin de se loger, qui vont vers l'intérieur. Qui dit aller à l'intérieur pour se loger, ça veut dire 2 véhicules. Aujourd'hui, on connaît le coût de carburant. Et on connaît aussi des personnes qui sont attachées à des personnes âgées, par exemple. Elles font 2 heures le matin. Et on les retrouve pendant la pause, parce qu'elles doivent revenir l'après-midi, en train de traîner quand il fait froid, dans les centres commerciaux pour se tenir au chaud, pour rentrer ensuite le soir à la maison. Voilà, ça on connaît. Autre chose, au niveau du Visal. Alors Visal, nous, au CFDT, on connaît, puisqu'on fait la campagne des saisonniers. Et donc, alors Visal, on explique un petit peu. Alors Visal, c'est une mesure qui sert de caution pour des gens qui veulent accéder à un loyer. Donc, c'est gratuit, c'est très bien, c'est gratuit pour le locataire et gratuit aussi pour le propriétaire. Or, je me pose la question, moi, comment se fait-il que ce soit de l'argent public qui doivent assurer, entre guillemets, des revenus pour un bailleur privé? Donc, je pose la question, si on veut faire des économies déjà, eh bien, on peut déjà commencer un petit peu par ça. Et donc, commencer par ça, surtout pour améliorer le reste. Voilà, alors, c'est Action Logement, c'est pas de l'argent public, c'est Action Logement. Même si l'État a tendance à considérer que l'argent de l'Action Logement, c'est le sien, mais c'est Action Logement qui a fait ce dispositif. Désolé, je suis bien placé de le savoir parce que je suis représentant du CRAL aussi, donc je le savais bien. Merci. Voilà, donc c'est pas de l'argent de l'État. Si je juste Sylvia Pinel. Non, je voulais juste préciser sur Visal. Ça fait partie, au moment de la négociation de la convention entre l'État et Action Logement, on avait remarqué qu'il y avait, notamment pour beaucoup de travailleurs en mobilité, et vous évoquez la question des saisonniers, beaucoup de problématiques pour obtenir les cautions. Et donc c'était dans la négociation, l'État, et j'étais à ce moment-là ministre, avait demandé à Action Logement de réfléchir à un dispositif, donc le dispositif Visal qui a été créé depuis, pour permettre à des personnes en mobilité de pouvoir justement trouver ce financement et cette caution. Et je rappelle que j'avais préféré cette option-là à une autre mesure, et je le dis très clairement, qui avait été votée au préalable dans la loi ALUR, qui était la garantie universelle des loyers, parce que quand on parle des réductions budgétaires qu'il y a à faire parfois, c'était une création qui pouvait être sur le plan philosophique extrêmement intéressante, mais qui était évaluée à peu près à 250 millions d'euros. Et je préférais sanctuariser les aides à la pierre à la place. Donc quand on parle de choix politique, voilà, je vous en prends un très concret. Merci pour ce témoignage. Juste un témoignage. Je suis Jean-Pierre Etcheverry, je m'appelle Jean-Pierre Etcheverry, administrateur CFDT à l'Office 64. Et nous avons mis un critère lors de l'attribution d'un logement. On tient compte du lieu de travail de la personne ou de la famille qui demande, afin que le logement soit le plus près possible du lieu de travail de l'un ou de l'autre. Et ça, chaque organisme peut mettre ce critère et ça peut aussi rapprocher le lieu de travail et le lieu de logement.
Merci pour ce témoignage. Une dernière question ou témoignage, monsieur. Thomas, donc bonjour, donc, je suis Thomas, donc, je suis de la FAGE, le premier syndicat étudiant de France. Moi j'avais une question, on sait que le modèle, la politique du logement de la France a permis, notamment en 2008, qu'on ne se retrouve pas dans une situation catastrophique comme on a pu l'avoir en Espagne. On sait cependant qu'aujourd'hui, le modèle qu'on porte en France en termes de politique de logement, il est intéressant par rapport à d'autres pays européens. Mais on a d'autres modèles comme celui des Pays-Bas qui a été menacé par justement les recommandations de l'Union européenne et les recommandations de Bâle. Est-ce que du coup, dans le contexte européen qu'on a et un petit peu en prévision de ce qu'on va avoir l'année prochaine, qui sont les élections européennes, et qu'est-ce qu'on pourrait porter justement pour changer la politique du logement au niveau européen, est-ce que donc, le modèle des aides, le modèle du logement qu'on porte en France et les aides au logement qu'on a en France, est-ce qu'il est menacé par ces recommandations européennes? Et qu'est-ce qu'il faudrait porter justement pour les prochaines européennes sur la question du logement? Michel Piron. Est-ce que vous pourriez préciser votre question? Parce que je ne suis pas sûr de l'avoir bien saisi quand vous me parlez de l'Espagne et des Pays-Bas. La crise de 2008 en Espagne, c'est les fameux subprimes. Oui. Et le problème, c'était tout simplement la question des prêts bancaires. Assis sur quoi? Est-ce que c'est ça votre question? Non, là, c'est sur la question, le modèle de la politique. Mais quand je viens à Bâle 3, je viens à ça. C'est-à-dire qu'on a vu, la menace de Bâle 3, c'était quoi? C'est de prendre de manière uniforme, là encore, toujours la même vision uniforme. C'est-à-dire on considère que les prêts français sont de même nature que les prêts anglais ou les prêts, si vous voulez, espagnols. On oublie simplement que dans le modèle de prêt français, si vous voulez, c'est assis sur la solvabilité de l'acquéreur, alors que dans les deux autres modèles, c'est assis sur la valeur du bien qui, par définition, est volatile. Donc, est-ce que c'est ça votre question? Non, la question, c'est... Donc c'était pour présenter le modèle français. Là, l'idée, c'est le modèle des Pays-Bas a été obligé de changer. Le modèle politique du logement des Pays-Bas a été obligé de changer suite aux recommandations de l'Union européenne. Je pense que, si je comprends bien, la question des Pays-Bas, c'est qu'il y a un secteur HLM aux Pays-Bas qui a été attaqué par la Commission européenne pour entrave à la libre concurrence. Voilà. Et donc, il y a eu tout un débat qui a mobilisé, il y a une organisation européenne des organismes de logements sociaux, qui est un organisme qui défend les intérêts des bailleurs sociaux auprès de la Commission de Bruxelles. Et il y a eu tout un débat qui finalement a fait jurisprudence et a considéré que le logement aidé ou le logement conventionné ou le logement régulé, assimilable au HLM en France, qui peuvent s'appeler différemment ailleurs, était compatible avec les règles de libre concurrence. Voilà, c'est un débat, au moins dans un sens, c'est un débat tranché, et on peut développer du logement HLM avec des aides publiques sans tomber sous le coup voilà. Moi, je vous dis ça, très franchement, la jurisprudence aurait été inverse, que je pense qu'il aurait fallu s'en affranchir. Alors, moi j'ai compris que la question de monsieur, c'était plutôt comment les étudiants, notamment ceux de la FAGE, peuvent peser dans les... Au-delà des étudiants, c'est nous aujourd'hui en tant que citoyens et membres de l'Europe, on a des élections européennes l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il faut porter dans le thème qu'on porte aujourd'hui sur la politique de logement qu'on essaie d'avoir en France au niveau européen? Vous avez un petit bouquet là peut-être de sensibilité politique, peut-être que vous auriez pu choisir déjà dans ce qui a été exprimé à la table. Moi, je veux bien répondre sur la question européenne, mais sur un programme européen, pour le décliner en quelques instants, en tant que chef de parti, je pourrais le faire, mais je ne vais pas le faire là. Mais si on parle de questions de logement ou d'aménagement du territoire, moi, au-delà des élections européennes, il y a un point qui me paraît important de préserver, c'est les fonds structurels européens, et notamment ceux qui sont dédiés à la rénovation énergétique. Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, on a beaucoup parlé construction, et c'est vrai, c'est très important. Mais je rappelle que l'état de notre parc, à la fois HLM, mais aussi privé, est très énergivore. Et pour beaucoup de locataires, constitue une charge extrêmement lourde qui est souvent supérieure au loyer. Donc il est très important que, pour l'aspect environnemental que l'on a régulièrement évoqué, que l'on puisse avoir des fonds sur la rénovation énergétique et sur l'isolation, le chauffage, les réseaux, mais au-delà de ça, que l'on puisse aussi travailler sur l'innovation dans le bâtiment, parce qu'on n'en a pas parlé non plus, mais
c'était un de mes thèmes qui me tient à cœur, parce qu'on voit bien que l'évolution des process de construction fait qu'on arrive aujourd'hui à construire des logements plus propres qui nous permettent aussi de tenir compte de la lutte contre l'étalement urbain. J'entendais tout à l'heure Alexandra, je crois, qui parlait de cet objectif-là et du réduction de la maison individuelle. Je crois qu'il y a là un urbanisme à penser, mais qui peut s'inscrire aussi avec de l'innovation, notamment du numérique. Bref, tout un tas de c'est un autre débat, ça, Sylvia Pinel. Non, mais c'est un autre débat, mais qui n'est pas déconnecté quand on parle du coût du logement. Le BIM, par exemple, c'est des économies. Voilà. Et puis après, il y a bien sûr des propositions sur la jeunesse, et notamment la mobilité des étudiants, mais on en parlera. Mais on peut en parler autour d'un verre peut-être tout à l'heure, hein, n'est-ce pas, Jean-Luc Béraud? Bien, complètement. Je pense.